La plupart des gens confondent être occupé avec être en train de grandir. Mais la vérité est qu'une vie remplie d'activités aléatoires forge rarement un caractère solide. Ce n'est ni l'environnement, ni la chance, ni le talent. Tout se résume à ce que tu choisis d'entraîner jour après jour. Il y a ceux qui passent les années à sauter de distraction en distraction pendant que leur discipline s'oxyde, et d'autres qui, à partir de la routine la plus simple, construisent une force mentale presque inébranlable. Nous vivons à une époque où les loisirs sont souvent un piège déguisé en récompense, mais tu peux les transformer en le mécanisme le plus puissant pour transformer ton esprit et ta vie. L'entraînement délibéré n'est pas pour la plupart. Il ne vend pas de promesses faciles ni de résultats immédiats. C'est inconfortable, cela exige des sacrifices et t'oblige à regarder de front tes fractures internes. Mais cet inconfort est le filtre qui sépare ceux qui se réinventent de ceux qui se résignent. Notre culture nous invite à rechercher des plaisirs immédiats, mais les stoïciens le savaient bien. Personne ne s'élève au niveau de ses rêves, on tombe seulement au niveau de son entraînement. Choisis un passe-temps, pas n'importe lequel, un qui défie ton corps, ton esprit ou ta volonté, et engage-toi avec lui comme si ta vie en dépendait, parce que d'une certaine manière, elle en dépend. Si tu ne contrôles pas ce sur quoi tu t'entraînes, le monde choisira pour toi. Les loisirs peuvent être ta dette intérieure ou ton investissement le plus sage. La décision t'appartient. Choisissez vos passe-temps avec une intention claire. La plupart des gens gaspillent leur temps dans des passe-temps qui ne leur apportent absolument rien. Et ce n'est pas une opinion, c'est un fait inconfortable. Il y a des personnes qui, chaque semaine, investissent des heures dans des distractions vides, des jeux faciles, des séries infinies, des hobbies qui anesthésient seulement. Et ensuite, avec le visage plein d'excuses, elles se demandent pourquoi leur vie ne change pas, pourquoi elles continuent à ressentir ce poids d'insatisfaction et de faiblesse lorsqu'elles sont confrontées à de véritables problèmes. Il n'y a pas de secret ici. Vous choisissez ce que vous entraînez et vous devenez inévitablement le produit de ces choix. Si vos passe-temps ne vous défient pas, ils ne vous transforment pas non plus. Vous voulez de la discipline, vous voulez de la résilience, vous voulez de la clarté d'esprit, mais vous ne faites rien qui oblige votre corps ou votre esprit à supporter l'inconfort, à grandir sous pression. C'est aussi simple que cela. Si le passe-temps ne vous exige pas, il vous maintient simplement au même niveau ou pire, car il renforce votre tendance à éviter l'effort et l'inconfort. Ce que vous ne vous entraînez pas, vous le paierez ensuite comme une dette dans votre caractère. La véritable transformation ne vient pas de rêver, ni d'accumuler des informations inutiles. Elle vient de choisir, avec une brutalité honnête, un passe-temps qui vous sorte de ce cercle de médiocrité confortable et vous place dans la position de quelqu'un qui s'entraîne pour la vie, pas seulement de celui qui la regarde passer. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre du chaos là-dehors si vous n'êtes pas capable de supporter le chaos que cela implique de faire face à un véritable défi choisi. Pourquoi devriez-vous attendre que votre esprit soit fort si tout ce que vous faites est de chercher des chemins faciles? Si vos journées sont remplies d'activités qui ne vous divertissent que, ne soyez pas surpris lorsque l'adversité vous brise en deux. Les passe-temps qui en valent la peine ne sont pas un prix ni une distraction. Ce sont la forge constante de votre caractère. Chaque fois que vous choisissez de vous confronter à la boxe, d'écrire un journal avec une brutalité sincère, ou d'apprendre une langue étrangère qui vous oblige à penser différemment, vous vous engagez dans un entraînement invisible. Personne ne le voit, personne ne vous applaudit, mais votre esprit et votre corps enregistrent tout. Vous choisissez votre terrain d'entraînement ou vous choisissez votre zone de confort. Pas les deux. La plupart se réfugient derrière le manque de temps, la fatigue ou une prétendue absence de talent. Des excuses. Le temps et l'énergie existent toujours pour ce qui compte vraiment. Le problème est que vous avez confondu le plaisir immédiat avec le véritable progrès. Il n'est pas le même de se sentir occupé que d'être en train de grandir. Il y a une distance abyssale entre passer le temps et l'utiliser pour vous renforcer.
Et c'est ici que vous devez être implacable. Choisissez un passe-temps qui vous oblige à vous améliorer, même si cela fait mal, même si vous échouez, même si vous mettez du temps à voir des résultats. Parce que cet inconfort, cet effort quotidien est l'investissement émotionnel qui construit la discipline et la résilience. Il ne s'agit pas de poursuivre des récompenses externes, mais d'entraîner la volonté, de durcir l'esprit, de vérifier chaque jour que vous pouvez supporter plus que ce que vous croyez. Choisir avec intention, c'est rejeter la médiocrité. C'est tracer une ligne et décider que vous allez cesser d'être un spectateur de votre propre vie. La vérité est celle-ci. Vous pouvez commencer à changer aujourd'hui, ou vous pouvez continuer à justifier votre faiblesse. Il n'y a pas de compromis. Un seul passe-temps, pratiqué avec une intention claire et de la constance, peut changer l'architecture interne de votre caractère en 6 mois. Mais vous devez décider, soit vous entraînez votre esprit, soit vous vous résignez à ce que le monde vous entraîne à coups. La discipline n'est pas un talent, c'est une décision qui se renouvelle chaque jour. Si vous voulez une vie différente, cessez de perdre du temps et choisissez le type d'effort qui va vous construire de l'intérieur. Personne ne va vous offrir de la force, ni de la clarté, ni de la résistance. Elle se travaille. La vraie vie ne récompense pas ceux qui attendent, elle récompense ceux qui se préparent. 2. Entraîne la discipline, pas seulement les compétences. Il est 8 heures du soir et après une journée entière d'obligations, tu as enfin un peu de temps libre. La fatigue s'installe sur les épaules et l'esprit cherche désespérément une échappatoire facile. Un peu de divertissement, un coup d'œil rapide sur les réseaux sociaux, peut-être un épisode de cette série dont tu ne te souviens même plus pourquoi tu as commencé à la regarder. Personne ne te regarde. Il n'y a pas de conséquences immédiates, juste ce soulagement momentané de t'évader. Mais, si tu prêtes attention, il y a une petite tension interne, une voix qui te demande en silence si ce moment va s'ajouter à la pile de jours identiques. Si aujourd'hui tu vas faire, encore une fois, ce que tu fais toujours, quand personne ne te demande rien. C'est ici, dans ces minutes invisibles, que se définit ce que tu appelles discipline. La plupart des gens pensent qu'entraîner une compétence est suffisant. Apprendre à frapper le sac de boxe, écrire dans un journal, mémoriser du vocabulaire, lire 50 pages, tout cela semble être un progrès. Mais il y a un piège. Tu peux pratiquer beaucoup et rester la même personne faible si tu cherches toujours le chemin le plus confortable. La compétence technique n'est pas ce qui transforme, c'est la friction interne, le moment où tu veux t'arrêter et choisis de continuer. La discipline n'est pas seulement répéter une action, c'est défier chaque impulsion automatique qui préfère le plaisir facile à l'effort conscient. C'est avaler cette inconfortabilité et continuer, même si tu ne vois pas de résultats immédiats, même si la motivation disparaît et que la fatigue se multiplie. Il n'y a jamais eu de version forte de toi qui soit sortie d'une routine confortable. Au fond, nous avons tous des mécanismes invisibles qui sabotent notre avancement. L'esprit est expert en négociation. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème si tu le laisses pour demain. Tu n'as pas assez d'énergie. Tu n'es pas aussi bon que les autres. Ces idées ne sont pas des pensées passagères. Ce sont de petits pactes que tu fais avec la médiocrité. Et chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'habitude de te rendre à la moindre résistance. C'est pourquoi le véritable entraînement n'est pas dans la compétence externe, mais dans le muscle interne qui décide de ne pas céder même si le corps et l'esprit demandent du repos. La discipline se construit à ce seuil où l'inconfort commence à faire mal et, au lieu de reculer, tu restes. Celui qui apprend à supporter ce poids apprend à supporter n'importe quoi. La discipline, c'est faire ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne regarde. Entraîner une compétence te sert, bien sûr. Mais si tu n'entraînes pas le caractère qui la soutient, tout ce que tu as appris s'effondre à la première crise. Il est facile de pratiquer quand tu te sens inspiré. Ce qui est difficile, c'est de pratiquer quand tu es épuisé, ennuyé ou frustré. Ici se révèle le conflit le plus profond. Qui es-tu quand personne ne t'oblige ? Que fais-tu avec ces minutes où tu pourrais choisir d'être fier de toi ou de te laisser emporter par les habitudes de toujours ?
Il n'y a pas de véritable progrès sans cette brutalité honnête qui t'oblige à voir à quel point tu te trahis, à quel point tu te justifies. Il n'y a pas de discipline sans inconfort soutenu. La volonté est un muscle, et chaque jour où tu choisis de l'entraîner, tu la rends plus résistante. Ne confonds pas compétence et discipline. La compétence te mène jusqu'à la porte. La discipline te fait la franchir, même quand tu préférerais rester dehors. La différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire réside dans ces moments inconfortables, dans l'accumulation de petits renoncements à la facilité. Personne ne se renforce par accident. Personne ne devient imparable sans passer par la fatigue, le doute, le désir de renoncer. Seuls ceux qui entraînent la discipline de manière délibérée et non seulement la compétence superficielle peuvent supporter le poids de leurs propres décisions. La vie réelle ne te demandera pas combien de fois tu as essayé, elle mesurera seulement ce que tu as résisté. La discipline n'est pas un ornement, c'est la structure interne qui soutient tout ce que tu veux devenir. 3. Transformer la pratique constante en caractère. Il y a un conflit que presque personne ne veut admettre. La plupart d'entre nous espèrent que la pratique constante nous mènera à l'amélioration. Mais au fond, nous ne faisons que répéter des actions comme si le simple fait d'insister suffisait à changer qui nous sommes. Il est inconfortable de le reconnaître. Mais souvent, la constance n'est pas de la discipline, mais une routine vide qui nous maintient piégés dans des versions à peine meilleures de nous-mêmes. Le véritable problème est que nous confondons l'accumulation d'heures avec la transformation personnelle, comme si la fréquence garantissait la profondeur. Mais la pratique, pour vraiment se transformer en caractère, exige quelque chose de plus brutal. Une conscience implacable de chaque répétition. Une honnêteté pour identifier quand nous nous contentons simplement de faire le minimum et quand nous défions réellement nos propres limites internes. Pratiquer sans inconfort conscient n'est que faire fonctionner la machine sans ajuster le mécanisme principal, la volonté. Analysons cela sérieusement. Lorsque vous choisissez un passe-temps exigeant et que vous vous engagez à le pratiquer jour après jour, le processus réel n'est pas visible dans les actions extérieures, mais dans la façon dont votre esprit réagit à la résistance interne. Il ne suffit pas d'entraîner le corps ou la technique. Ce qui est vraiment entraîné, c'est votre capacité à supporter l'inconfort, à affronter la paresse, à négocier avec la fatigue et la frustration sans vous rendre à elle. Les personnes habituées à répéter sans questionner n'arrivent jamais à découvrir le seuil où se produit la fracture et ensuite la reconstruction du caractère. C'est pourquoi tant de gens stagnent, parce qu'ils répètent des mouvements mais n'exigent jamais de leur volonté qu'elle supporte un peu plus de pression. Ce qui distingue ceux qui se transforment réellement, c'est qu'ils utilisent la pratique comme un filtre qui sépare l'excuse de la décision. Il ne s'agit pas seulement de faire, mais de faire d'une manière qui vous oblige à cesser de négocier avec votre propre faiblesse. Cela, appliqué au quotidien, est brutalement simple et en même temps difficile à maintenir. Chaque fois que vous pratiquez la calisthénie, par exemple, vous ne renforcez pas seulement des muscles, vous entraînez la réponse que vous donnez lorsque l'épuisement devient insupportable. Lorsque vous tenez un journal avec une honnêteté radicale, vous ne remplissez pas seulement des pages. Vous affinez votre capacité à vous voir sans masque et à soutenir ce regard inconfortable. Le tir à l'arc, les échecs, la randonnée de longue distance, n'importe lequel de ces passe-temps, si vous les pratiquez avec intention et non par inertie, se transforme en une sorte de laboratoire psychologique. Là se révèle le mécanisme clé. Ce que vous répétez avec conscience devient une habitude, et ce que vous maintenez malgré l'inconfort devient caractère. La pratique constante, si elle est délibérée et non automatique, est un investissement émotionnel. Chaque moment où vous choisissez de ne pas céder est une brique de plus dans la construction de votre tempérament. L'erreur est de croire que vous avez seulement besoin de patience et de temps. Le véritable changement exige de la rudesse. Rejetez le pilote automatique, observez chaque impulsion qui vous invite à abandonner et répondre par une décision ferme.
Rien de pertinent ne se construit sans passer par le filtre abrasif de l'inconfort soutenu. La routine confortable vous enchaîne, la pratique consciente vous libère. Transformer la pratique constante en caractère nécessite que vous vous demandiez, sans concession, si aujourd'hui vous avez été capable de supporter un gramme de difficultés supplémentaires. Et la réponse, si elle est honnête, vous montre exactement où vous en êtes et ce qu'il reste à entraîner. La constance vide n'est qu'un déguisement du progrès. La constance consciente est la racine de toute véritable force. Seul ce que vous choisissez de supporter chaque jour, sans raccourci, définit en quoi vous êtes en train de vous transformer. Ce que vous répétez vous façonne. Ce que vous résistez vous construit. 4. Priorisez la profondeur sur la variété superficielle. Au fond d'un atelier abandonné, il y a des centaines d'outils dispersés sur une table en bois usée. Certains ont à peine des marques d'utilisation, d'autres sont recouverts de poussière, et seuls quelques-uns montrent les traces profondes d'avoir traversé des matériaux durs, d'avoir été tenus à la main encore et encore, jusqu'à faire partie du geste. Cet atelier est votre vie. La plupart collectionnent des instruments, mais presque personne n'ose user un seul jusqu'à le rendre indispensable. Passer d'outil en outil ne produit que des callosités superficielles, jamais de vraie force. C'est la même chose avec vos passe-temps. Vous pouvez remplir vos journées d'activité, essayer un peu de tout, vous sentir occupé et croire que vous avancez. Mais ce qui compte, ce n'est pas la variété, mais la profondeur avec laquelle vous décidez de travailler un seul filon jusqu'à ce que la résistance se brise et vous laisse voir de quoi vous êtes fait. On le remarque dans le regard de celui qui a choisi la profondeur. Ces mouvements ont une gravité particulière, un rythme différent. Ils ne se dispersent pas en 1000 tentatives, ils ne se laissent pas emporter par la hâte d'expérimenter le nouveau à chaque instant. Quand il parle, il le fait avec le poids de l'expérience que seul un engagement délibéré peut donner. En revanche, celui qui reste en surface transmet de l'anxiété, comme s'il craignait de manquer quelque chose en restant trop longtemps au même endroit. En réalité, ce qu'il craint, c'est de faire face au vide qui apparaît lorsque la nouveauté disparaît et qu'il ne reste que l'effort pur, sans fioriture. C'est la zone où la plupart abandonnent. Approfondir exige de supporter l'ennui, la frustration, la stagnation apparente. C'est un entraînement silencieux. Répétez encore et encore, jusqu'à ce que chaque erreur devienne partie de l'apprentissage, jusqu'à ce que vous sentiez dans votre corps le poids exact de la discipline. Regardez les mains de celui qui a pratiqué la calisthénie pendant des années. Ce ne sont pas des mains douces, mais rugueuses, durcies par la friction constante avec la barre. Observez comment un joueur d'échecs expérimenté tient une pièce. Il y a une précision presque rituelle, un respect pour le processus. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'avoir choisi de perdre la superficialité au profit de la maîtrise. Approfondir un seul passe-temps vous oblige à négocier avec votre propre résistance et à affronter chaque couche de faiblesse sans possibilité d'évasion. La variété séduit parce qu'elle vous donne l'illusion de progrès sans le coût réel de la transformation. Il est plus facile d'essayer 20 activités superficielles que de supporter l'inconfort de ne pas avancer pendant des semaines dans une seule. Mais c'est seulement en franchissant ce seuil, lorsque la pratique devient exigeante et que les résultats tardent à venir, que le véritable changement commence. La profondeur ne se mesure pas en heures, mais en l'intensité avec laquelle vous traversez chaque obstacle interne. Vous pouvez rester des mois bloqués au même point, sans aucune récompense visible. Mais chaque jour où vous revenez, chaque fois que vous décidez de ne pas abandonner, vous soudez une structure interne qui ne se brise pas facilement. C'est ce que la variété ne pourra jamais vous donner. Lorsque vous choisissez la profondeur plutôt que la variété, vous renoncez à la tentation de vous distraire avec le nouveau et vous vous entraînez à supporter le poids de la répétition consciente. Le résultat n'est pas seulement une compétence améliorée, mais un esprit capable de supporter l'ennui, l'incertitude et la fatigue.
La profondeur est une dette envers vous-même que vous ne payez qu'avec patience et renoncement. Ne vous laissez pas tromper par la culture de l'immédiateté. La variété n'est pas synonyme de vie pleine, c'est juste du bruit déguisé en opportunité. Choisissez un terrain et creusez jusqu'à ce que cela fasse mal. Ce qui est superficiel s'oublie, ce qui est profond vous façonne. Si vous voulez un caractère qui résiste à tout coup, arrêtez de collectionner des passe-temps et osez rester, supporter le vide et l'inconfort jusqu'à ce que le terrain cède. La profondeur est le filtre qui sépare ceux qui survivent de ceux qui transcendent. Personne ne se renforce en sautant de branche en branche. Seul celui qui choisit de rester, de creuser et de supporter finit par trouver la racine. 5. Utilisez l'effort quotidien comme mesure réelle. Celui qui ne mesure pas sa vie par l'effort se ment à lui-même. C'est aussi simple que cela. Tout le reste ne sont que des excuses sous un autre nom. Vous pouvez répéter 1000 fois votre routine, vous vanter d'un emploi du temps chargé, parler du temps investi et de la dévotion, mais si vous n'êtes pas capable de sentir le poids quotidien de votre effort, ce que vous cultivez, c'est la médiocrité la plus raffinée. Il est facile de se tromper en se disant que du moins vous essayez, que l'intention compte. Mais la réalité ne récompense pas les intentions, seulement le travail qui brûle chaque jour dans le muscle de votre volonté. Croyez-vous vraiment que cela importe combien d'heures vous avez passé si chaque minute était confortable, s'il n'y avait pas de friction? Si vous ne vous êtes pas forcé à faire un pas de plus quand votre esprit vous suppliait de vous arrêter? L'effort est la seule métrique honnête qui existe, car tout le reste peut être falsifié. Vous pouvez étudier sans apprendre, vous entraîner sans vous exiger, pratiquer sans progresser. Mais le corps et l'esprit ne se laissent pas tromper. Seul l'inconfort réel construit. Chaque fois que vous choisissez de ne pas donner le meilleur de vous-même, chaque fois que vous terminez une séance en disant « aujourd'hui c'était suffisant », alors que vous savez que vous auriez pu tenir un peu plus longtemps, vous hypothéquez votre caractère. La dette s'accumule, même si vous ne voulez pas la voir. L'effort quotidien est inconfortable parce qu'il vous oblige à faire face à la partie de vous qui veut négocier, qui cherche des raccourcis, qui préfère l'apparence au résultat. Cette partie existe en chacun, mais seuls quelques-uns la mettent sous contrôle. Aujourd'hui, la plupart vivent obsédés par des métriques vides, calories brûlées, pages lues, minutes consacrées, mais ils ne prennent même pas le temps de se demander s'ils progressent réellement ou s'ils tournent en rond. La vie ne se transforme pas par des gestes de demi-intensité. Seul l'effort soutenu et délibéré laisse des cicatrices de croissance dans le caractère. Si vous n'utilisez pas l'effort quotidien comme mesure, vous finissez par être otage de vos propres excuses. Vous vous convainquez que vous en faites déjà assez, vous vous cachez derrière la fatigue, le stress, les obligations. Mais l'effort réel ne se négocie pas, il ne comprend pas les états d'âme. C'est la décision brutale de soulever le poids mental et physique, même si vous êtes épuisé, de maintenir l'engagement quand personne ne vous exige rien, de ne pas vous contenter du minimum acceptable. Les personnes fortes ne naissent pas avec un talent spécial, mais avec l'habitude de ne pas négocier avec la paresse. Vous choisissez de faire un pas supplémentaire, le corps apprend. Vous choisissez d'abandonner. L'esprit mémorise cette sortie facile. C'est aussi simple que cela. L'effort est la seule chose qui ne peut pas être simulée. Vous pouvez mentir aux autres, mais pas à l'enregistrement invisible de votre propre fatigue accumulée et de vos renoncements volontaires. Ce qui détermine qui vous êtes n'est pas le nombre de tentatives, mais le nombre de fois où vous avez refusé d'abandonner quand tout en vous demandait du repos. Ce n'est pas de la magie. C'est de la mathématique psychologique. La somme des efforts quotidiens, même petits, finit par construire une version de vous qui ne réagit plus avec faiblesse face à l'adversité. Si vous osez mesurer votre vie par l'effort, pas par le confort, ni par les résultats immédiats, tôt ou tard, les résultats arrivent comme conséquence inévitable. Personne ne devient fort par accident. Personne ne se réveille un jour avec de la résilience s'il n'a jamais entraîné l'inconfort.
L'effort quotidien est le filtre qui sépare ceux qui souhaitent seulement changer de ceux qui changent réellement. Il n'y a pas de raccourci. Si vous ne sentez pas le poids, vous ne grandissez pas. Si cela ne vous coûte pas, cela ne vous transforme pas. La seule victoire qui compte est celle qui se gagne en luttant contre vos propres excuses. Le reste n'est que du théâtre. 6. Transformez chaque passe-temps en un champ d'entraînement. Personne ne devient fort en choisissant la facilité. Chaque fois que vous recherchez le confort, vous entraînez votre propre faiblesse. C'est la vérité que la plupart préfèrent ignorer. Il ne suffit pas d'avoir un passe-temps. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont vous vous y engagez, la manière dont vous transformez cette activité en un véritable champ d'entraînement pour votre esprit et votre caractère. Lorsque vous abordez une discipline, boxe, calisthénie, échec, peu importe, avec l'intention d'éviter l'effort, vous ne faites que répéter le schéma d'évasion qui vous maintient déjà dans la médiocrité. Mais si vous changez d'approche et transformez ce temps en un laboratoire pour défier vos limites intérieures, votre vie entière commence à se restructurer de l'intérieur. Le changement ne se produit pas dans le muscle, ni dans la technique, ni dans le nombre d'heures. Il se produit dans la manière dont vous supportez la pression de vos propres impulsions et décidez de ne pas reculer lorsque la facilité serait d'abandonner. Il ne s'agit pas seulement d'entraîner une compétence externe, mais d'utiliser chaque session comme une occasion d'observer vos mécanismes automatiques. La voix intérieure qui cherche des raccourcis, cette tendance à abandonner dès que le premier obstacle apparaît, l'habitude de vous justifier pour ne pas faire face à la fatigue ou à l'ennui. Chaque passe-temps peut être un simple divertissement ou un outil de construction de soi brutal, selon l'honnêteté avec laquelle vous faites face à vos propres fractures. La plupart des gens n'osent jamais regarder en face leur résistance à l'inconfort. Ils préfèrent croire que faire quelque chose est suffisant, même si ce quelque chose n'exige rien de réel de leur caractère. Mais l'esprit enregistre tout. Chaque fois que vous choisissez la sortie facile, vous renforcez l'habitude de céder. Et chaque fois que vous restez dans l'inconfort, même si c'est pendant quelques minutes, vous ajoutez des couches de force que aucun livre ni conseil extérieur ne pourra vous donner. Le véritable entraînement psychologique commence lorsque vous réalisez que vous ne luttez pas contre la difficulté de la technique, mais contre la facilité de renoncer. Ce combat est silencieux, intime, presque invisible pour les autres, mais il détermine absolument qui vous pouvez devenir. Et ici se pose une question à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Êtes-vous prêt à transformer chaque passe-temps en un filtre qui confronte vos faiblesses et les transforme en muscles intérieurs? Parce que la plupart choisissent de répéter jusqu'à ce que cela ne fasse pas mal, jamais jusqu'à ce que cela dérange vraiment. Faire ce pas supplémentaire, rester une minute de plus lorsque tout en vous demande d'arrêter, refuser de négocier avec la paresse. C'est là que se définit le caractère. Pas besoin de talent, il faut de la décision. Personne n'entraîne la discipline par accident. Faites-le simple. Chaque fois que vous commencez une pratique, rappelez-vous que cet espace est votre champ d'entraînement. Vous n'allez pas perfectionner la technique au-dessus de votre volonté, mais renforcer la volonté à travers la technique. La boxe n'est pas seulement un mouvement physique, c'est l'investissement émotionnel de supporter la peur d'échouer. Écrire un journal n'est pas seulement remplir des pages, c'est se regarder sans excuse et enregistrer l'inconfort. Apprendre une langue, soulever votre propre poids, maîtriser une nouvelle compétence, tout cela est la même chose. Une excuse déguisée en pratique ou un cadre pour tester la fermeté de vos décisions. La transformation commence lorsque vous cessez de rechercher des résultats externes et utilisez chaque minute pour entraîner la partie de vous qui n'est pas visible. Ce qui est superficiel s'oublie. Ce que vous résistez reste. Devenez quelqu'un qui mesure sa vie par la qualité de son entraînement invisible. La vie ne change que lorsque vous changez la manière dont vous entraînez votre esprit. 7. Laisse le défi forger ta résilience. L'horloge indique 6 heures du matin.
Dehors, l'obscurité règne encore, et seuls ceux qui ont vraiment un engagement envers leur propre croissance se lèvent à cette heure-ci, non pas parce qu'ils ont de l'énergie à revendre, mais parce qu'ils comprennent que se laisser emporter par la commodité est une décision qui a des conséquences. Le froid s'infiltre dans les vêtements. Le lit invite à rester. Mais à cet instant, ce qui compte, ce n'est pas le temps ni la fatigue, c'est le choc frontal entre le désir de procrastiner l'effort et la détermination d'avancer. C'est ici que commence la différence, dans le choix silencieux de ne pas céder à la première inconfort. La résilience, ce muscle psychologique, ne surgit pas par accident. Elle se forge dans la répétition quotidienne de décisions que personne ne célèbre et qui coûtent presque toujours plus que ce qu'elles semblent. Analyser le processus révèle la dureté de la situation. Chaque défi, aussi petit soit-il, est un mécanisme pour calibrer ta résistance interne. Il ne s'agit pas de surmonter des défis monumentaux chaque jour, mais de comprendre que la somme de petits renoncements à la facilité finit par façonner un esprit qui ne recule plus lorsque la pression augmente. L'entraînement commence lorsque le corps ou l'esprit envoie des signaux clairs qu'il serait plus simple de se rendre, de sauter la pratique, de reporter l'objectif. C'est dans cet espace que filtre la vérité. Il n'existe pas de résilience sans friction, et tout ce qui t'évite de ressentir ce poids ne fait que retarder le moment où la vie te demandera réellement quelque chose. Chaque fois que tu choisis de traverser l'inconfort au lieu de l'éviter, ton esprit enregistre l'expérience comme une expansion de tes propres limites. Le défi, alors, n'est pas un obstacle externe, mais l'excuse interne qui cherche toujours des raccourcis. Ce qui est intéressant, c'est que ce processus est délibéré et brutalement logique. Si tu fuis toujours l'inconfort, tu entraînes ton incapacité à supporter le moindre coup. Si tu permets au défi de prendre une place centrale dans ta routine, tu commences à reconfigurer les mécanismes qui auparavant te poussaient à abandonner. Ici, il n'y a pas de magie ni de talent caché. Il y a la décision consciente de t'exposer à l'effort soutenu. La boxe, la calisthénie, même la simple habitude d'écrire un journal honnête, fonctionnent comme des terrains d'essai où tu peux observer en temps réel comment ta tolérance à l'inconfort grandit en ne cédant pas. Ce que tu tolères aujourd'hui te renforce demain. C'est la véritable mesure de la résilience, la capacité de porter le poids émotionnel et mental sans s'effondrer à la première signe de fatigue. Ce n'est pas un processus confortable ni rapide. L'esprit cherchera toujours à justifier l'abandon avec des arguments raisonnables. Manque de temps, surcharge de travail, fatigue accumulée. Mais lorsque tu permets au défi de te traverser, sans t'anesthésier ni céder à la plainte, tu commences à construire une structure interne qui ne dépend pas des circonstances externes. C'est un investissement émotionnel qui, bien qu'il ne te donne pas de récompense immédiate, ajoute des couches de force réelles. Le résultat ne se mesure pas en réalisation visible, mais dans la manière dont tu réagis lorsque la vie cesse d'être prévisible et exige de toi une adaptation. La résilience n'est pas une résistance passive, c'est la capacité de te reconstruire chaque fois que quelque chose se brise. Permettre au défi de te forger, c'est rejeter la commodité comme philosophie de vie. C'est comprendre que chaque minute d'inconfort choisi est un avant-goût de l'adversité future. C'est entraîner aujourd'hui la capacité de ne pas se briser demain. Parce que personne ne développe de la force en fuyant le poids. Seul celui qui ose le porter jour après jour découvre jusqu'où il peut résister. Ce qui est facile ne transforme pas. Le défi est le filtre. Ce que tu supportes te définit. 8. Transformer les loisirs en auto-amélioration tangible. Je n'aime pas l'admettre, mais pendant des années, j'ai gaspillé mon temps libre en croyant que les loisirs étaient une sorte de droit acquis, un refuge mérité après l'effort quotidien. Je me souviens de la sensation exacte, tomber épuisé sur le canapé, le téléphone à la main, la télévision allumée juste pour remplir le fond, le mouvement automatique de faire glisser le doigt sur l'écran sans vraiment regarder quoi que ce soit.
Il y avait une sorte de soulagement anesthésiant dans cette routine, une pause qui semblait innocente, mais qui laissait ensuite un vide silencieux et une gêne difficile à nommer. C'est une habitude qui s'installe sans que tu t'en rendes compte. Tu justifies chaque minute de loisir passif comme si c'était nécessaire pour te récupérer. Mais la vérité est que ce repos devient un piège qui engrosse la paresse et affaiblit le caractère. Tu te trompes en pensant que te déconnecter te recharge, alors qu'en réalité, cela ne fait que t'endormir. Les loisirs mal utilisés sont une dette invisible qui se paie en insatisfaction et en autodépréciation. Observe les gestes, le corps recroquevillé sur une chaise, les yeux qui s'éteignent devant l'écran, les soupirs courts chaque fois qu'un épisode se termine et qu'un autre commence sans que tu ne le décides vraiment. Le temps devient flou, les minutes s'étirent et se perdent dans ce limbe où l'esprit ne se demande rien. En revanche, regarde quelqu'un qui a transformé ses loisirs en auto-amélioration tangible. Le front plissé par la concentration, les mains qui répètent des mouvements avec précision, la sueur qui perle même dans de petits espaces, la respiration qui devient plus profonde à mesure que l'effort augmente. Il n'y a pas de distraction, juste une présence totale dans ce qu'il fait. L'espace change, une table dégagée pour écrire, un coin de la chambre dédié à la calisthénie, l'échiquier monté même s'il n'y a pas d'adversaire. Les loisirs deviennent une sorte de laboratoire où chaque minute compte comme un investissement, pas comme une dépense. La différence se ressent sur la peau et s'imprime dans l'esprit. Un jour comme un autre, tu termines une séance exigeante de boxe où tu avances d'une page dans un livre difficile. Et la sensation qui reste ensuite n'est pas le vide, mais une fatigue pleine. Le corps répond, l'esprit s'éclaircit, et la fierté silencieuse de t'être suffisamment exigé pèse plus que n'importe quelle récompense extérieure. Chaque petite victoire, un nouveau record personnel, une idée écrite avec honnêteté, un coup d'échec que tu n'aurais pas vu auparavant, te rappelle que les loisirs peuvent être le terrain le plus fertile pour semer la meilleure version de toi-même. Tu n'as pas besoin de grandes prouesses, juste de la constance à choisir l'effort plutôt que l'évasion. Les loisirs bien utilisés sont du temps qui te rend force, clarté et respect de soi. Dans la pratique, transformer les loisirs signifie rompre l'habitude de t'anesthésier et décider chaque jour que ce temps est le tien pour te construire, pas pour te perdre. C'est un acte de rébellion contre la culture de la distraction facile. Pendant que d'autres fuient l'effort, tu choisis de le porter et de le transformer en muscle émotionnel. L'auto-amélioration ne se produit pas au milieu du bruit, mais dans les minutes silencieuses où personne ne te regarde et où tu choisis de te confronter à tes limites. Ici, les excuses n'importent pas, seules les actions visibles. La routine que tu répètes, la sueur accumulée, les mots que tu laisses dans le journal même si personne ne les lit. Les loisirs ne sont pas synonymes de passivité, c'est une opportunité quotidienne de t'élever au-dessus de la médiocrité automatique. Le tangible n'est pas seulement ce que tu accomplis, mais le type de personne que tu deviens en osant t'entraîner pendant que d'autres se reposent. Personne ne se souviendra de toi pour ce que tu as évité, mais seulement pour ce que tu as résisté. Les loisirs ne sont pas un ennemi, mais mal utilisés. Ils sont le pire sabotage. Transforme-les en auto-amélioration et tu auras un avantage que personne ne peut te retirer. Les loisirs bien entraînés sont du respect de soi accumulé. Laisse chaque minute libre compter, car la vie ne t'attend pas pendant que tu te distrais. Il y a une vérité inconfortable que peu de gens veulent accepter. Lorsque tu te retires vraiment, quand il n'y a plus de mots, ni d'explications, ni même de ressentiment, l'autre le ressent comme une fracture irréversible. Il ne s'agit pas de distance physique ni de bloquer des messages, mais d'une fermeture interne, presque chirurgicale, où l'autre personne n'a plus accès à ce qui a un jour exercé son pouvoir sur toi. Ce moment où tu ne valides plus, ne justifies plus, ne te bats plus ni ne réclames, est le point où tu cesses de porter un poids qui n'était pas le tien. Le stoïcisme le souligne clairement. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction, pas le comportement des autres.
Et quand tu choisis le silence, non pas comme une punition mais comme une protection, la dynamique s'effondre car il n'y a plus de combustible pour le jeu émotionnel. Beaucoup de gens craignent d'être froids ou détachés, mais la réalité est que cette coupure radicale est le seul langage qui interrompt des décennies de manipulation et d'épuisement. L'absence définitive n'est pas une vengeance, c'est un acte de soin de soi. Celui qui veut vraiment retrouver sa dignité et sa paix apprend à cesser de négocier avec celui qui ne sait que cumuler des dettes émotionnelles. Personne n'est obligé de rester prévisible, ni de faciliter le retour de celui qui cherche seulement à vérifier s'il peut encore tirer tes ficelles. La seule chose que tu dois te dire est ceci: le silence ne se malinterprète jamais, il ne se ressent que. La cohérence interne, bien qu'elle fasse mal au début, est le filtre définitif qui sépare le respect de soi de la dépendance. C'est ici que commence le processus de retrouver ton centre. 1. Retire ta présence, récupère ton pouvoir. La vérité est simple et brutale. Tant que tu es présent, tu continues à perdre. Ne te trompe pas. La fantaisie que ton absence fera réfléchir l'autre si tu laisses une porte entrebâillée n'est qu'un tranquillisant mental, une excuse pour ne pas affronter la peur de lâcher prise. Si tu maintiens ton énergie autour de cette relation, même si tu t'éloignes physiquement ou te tais pendant quelques jours, tu continues à participer au même jeu. C'est comme prétendre cesser de porter un sac à dos lourd juste parce que tu le lâches une minute, mais tu ne l'abandonnes jamais complètement. Il ne te surprendra donc pas que l'autre personne continue à calculer, à attendre ta réaction et à mesurer chaque silence de ta part comme s'il faisait partie d'une négociation. La seule façon de récupérer ton pouvoir est de couper l'accès à ton monde intérieur, sans explication, sans drame, sans message ambigu qui tente de provoquer des réponses. Celui qui cherche à justifier son retrait, en réalité, cherche à être poursuivi. À quoi bon maintenir cette dette émotionnelle? Si tu cherches encore à ce que l'autre comprenne, te reconnaisse ou se repente, tu es toujours lié, et ils ont la clé. Le véritable silence n'est pas l'absence de mots, c'est l'absence de disponibilité émotionnelle. Ce n'est pas une distance physique, c'est cesser d'organiser tes pensées et tes journées autour de ce que ce lien attend de toi. C'est ici que la plupart échouent. Ils confondent le distancement avec une arme, alors qu'en réalité, la seule force réelle réside dans le détachement total, dans l'indifférence établie depuis une clarté intérieure qui n'admet pas de retour en arrière. C'est inconfortable, car ton identité s'est probablement construite autour d'être ce pilier émotionnel, celui qui soutient, celui qui résout, celui qui ne disparaît jamais complètement. Mais cette image finit par être un masque qui n'accumule que de la frustration et te maintient dans une position de désavantage. Tu perds de l'énergie chaque fois que tu vérifies s'il y a des messages, chaque fois que tu hésites à répondre ou non, chaque fois que tu analyses si ton silence est trop dur. Chaque fois que ta paix dépend de la réaction de l'autre, tu as remis ton pouvoir. Il ne s'agit pas de faire l'indifférent, mais d'être indifférent. Le contrôle ne se récupère pas en quémandant des explications, ni en élaborant des silences stratégiques. Il se récupère quand tu cesses d'attendre, quand il n'y a plus aucune trace d'espoir de retour, quand tu acceptes que la relation telle que tu la connaissais est terminée pour toujours. Le retrait qui transforme n'est pas celui qui cherche à punir, mais celui qui ferme l'accès à ton énergie, celui qui cesse d'alimenter le cycle de dépendance et de manipulation. Si tu décides de te retirer, fais-le avec la conviction que tu n'as pas besoin d'être compris, ni pardonné, ni même regretté. Fais-le parce que ta dignité, ta sérénité et ton avenir pèsent plus que toute validation externe. Il y a ceux qui affirment vouloir la paix, mais qui restent attachés à l'attente d'une réaction, d'une excuse, d'une reconnaissance. Ce n'est pas la paix, c'est de la peur, déguisée en espoir. Si tu te justifies encore, tu attends toujours. Si tu vérifies encore ton téléphone en pensant à cette personne, tu cèdes toujours du terrain. La véritable liberté est interne et définitive. Le pouvoir revient lorsque l'accès se termine.
Il n'y a pas de contrôle sans absence réelle. Ce ne sont pas de belles phrases, ce sont des vérités. Lorsque tu retires ta présence et élimines la prévisibilité, le jeu se termine, car l'autre personne n'a plus de moyens d'entrer dans ton monde. Il n'y a pas de retour en arrière, ni de rechute possible lorsque la clarté intérieure a fait le travail. Le silence soutenu et l'absence ferme ne sont pas des punitions, ce sont une déclaration d'autonomie. La paix arrive lorsque tu cesses de négocier avec toi-même et fais ce que tu sais que tu dois faire. Ici, il n'y a pas de magie, juste la décision de ne plus payer avec ton énergie pour une relation qui n'a jamais été équitable. Vas-tu continuer à donner ta dignité pour que l'autre ne soit pas gêné? Soit tu choisis de te retirer vraiment et de récupérer ta vie, soit tu continues à faire partie d'un système qui ne fonctionne que parce que tu l'alimentes. 2. Le silence intérieur désarme toute manipulation. Tu te réveilles et presque sans y penser, tu vérifies ton téléphone. Non pas parce que tu attends quelque chose de particulier, mais à cause de cette habitude automatique qui s'installe lorsque ta paix dépend d'une notification, d'un signe, de n'importe quoi qui réactive le cycle. Voici le premier piège. L'esprit entraîné à anticiper, interpréter et réagir à ce que l'autre fait ou ne fait pas. Derrière cette micro-action quotidienne se cache le véritable mécanisme de la manipulation émotionnelle, l'accès constant à ton espace mental. Le silence extérieur peut sembler suffisant, mais si à l'intérieur tu continues à tourner en rond sur la même histoire, si chaque geste de ta part est une réponse anticipée au possible mouvement de l'autre personne, alors le contrôle ne change jamais de main. La manipulation a juste besoin d'une chose pour survivre, que tu restes disponible, même en secret. Le silence intérieur n'est pas ne pas parler, ne pas écrire, ne pas se montrer. C'est la décision de cesser d'organiser ta vie émotionnelle autour des réactions de quelqu'un d'autre. C'est le moment où tu cesses de penser des phrases que tu ne diras jamais, où tu cesses d'imaginer des scénarios dans lesquels tu es compris, recherché ou valorisé. La véritable coupure se produit lorsque l'autre n'occupe plus le centre de la salle dans ton esprit, lorsque ces mouvements cessent d'importer parce que tu as changé le point de référence. C'est là que le jeu se désarme, parce que toute manipulation se nourrit de l'attente, de l'espoir d'une réponse, de l'espace mental que tu continues à céder en silence. À l'instant où tu deviens neutre à l'intérieur, l'autre perd la carte. Il ne sait plus comment entrer, ni quelle manette toucher, parce que ton monde cesse de tourner autour de sa présence ou de son absence. Cette neutralité n'arrive pas par accident. C'est le résultat d'identifier, un par un, les pensées automatiques qui te maintiennent lié. La justification, la fantaisie de rédemption, la peur d'être le méchant en coupant l'accès. Ça fait peur, parce que cela implique d'accepter qu'il n'y a plus de dette émotionnelle à payer, ni d'explication à donner, ni d'avenir à négocier. Pourtant, là réside la force. Ton énergie est un territoire privé. Personne n'entre sans permission. Cette clarté intérieure est ce qui désarme toute tentative de te tirer à nouveau dans l'ancienne dynamique. Lorsque ton silence cesse d'être une tactique et devient une conséquence naturelle de ton changement intérieur, la manipulation se heurte à un mur invisible. Il n'y a rien à négocier, car il n'y a plus de marchandises en offre. Il n'y a pas de réaction, car l'attente a été démantelée à la racine. Le conflit intérieur le plus difficile surgit lorsque l'esprit insiste pour chercher une clôture, une justice ou une reconnaissance. Mais la réalité est simple. Toute tentative d'explication ou de justification restaure la dynamique précédente, redonne le contrôle à l'autre et rouvre la blessure. Maintenir le silence intérieur est en essence maintenir ta propre valeur sans avoir besoin de témoins. Il ne s'agit pas de bloquer les émotions, mais de cesser d'investir de l'énergie en celui qui ne sait que prendre et jamais rendre. Tu t'entraînes à laisser passer l'impulsion de réagir, à ne pas chercher de signes là où tu trouvais auparavant du sens. Ici, la seule cohérence qui compte est celle que tu as avec toi-même. La neutralité est la véritable clôture. Le reste n'est que bruit qui te détourne.
Lorsque ta vie mentale n'orbite plus autour de cette relation, l'autre le ressent, même sans mots. C'est l'absence totale de disponibilité qui détruit finalement toute tentative de manipulation. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, tu récupères le contrôle réel, celui de ton attention, de ton énergie et de ton avenir. 3. N'explique pas ton absence. Protège ta paix. Il y a une partie de toi qui veut encore expliquer. Pas par gentillesse ni par justice, mais par un mélange de peur et de besoin de reconnaissance. Cet élan presque automatique de justifier ta distance, de laisser entendre que tu ne pars pas par caprice, que ton absence a des raisons, que tu n'es pas le méchant de l'histoire. C'est inconfortable de l'admettre, mais sous cette urgence de t'expliquer se cache le résidu le plus persistant de la dépendance émotionnelle. La peur d'être mal compris, de passer pour froid, égoïste ou celui qui n'a pas assez lutté, peut te pousser à rédiger des messages qui ne guérissent rien, qui réinstallent simplement le vieux cycle. C'est ici que l'auto-analyse devient brutalement nécessaire. Expliques-tu ton absence pour clore le chapitre ou pour laisser ouverte la porte de ta validité face à l'autre? Parce que chaque explication, chaque tentative de nuancer ton retrait n'est pas de la neutralité. C'est un investissement émotionnel déguisé, un signe que tu cherches encore un impact, une compréhension ou une réaction. La clarté apparaît quand tu vois que l'acte d'expliquer n'est plus par respect, mais par peur de perdre le contrôle narratif de l'histoire. Analyser ce mécanisme avec honnêteté est inconfortable, mais absolument nécessaire si l'objectif est de protéger ta paix. Le mécanisme est simple, l'autre, habitué à ta disponibilité et à ce que tu laisses toujours une trace, interprète toute explication comme une fissure par laquelle il peut revenir. Peu importe qu'il s'agisse d'une explication longue ou d'un message court, dans les deux cas, l'accès se réactive. Le système de contrôle et de manipulation émotionnelle se nourrit de la prévisibilité, de savoir qu'à chaque mouvement de ta part, il y aura une raison, une justification ou au moins un signe de faiblesse à exploiter. Renoncer à expliquer ton absence n'est pas de la cruauté, c'est une stratégie. C'est comprendre que la paix intérieure n'a pas besoin de témoins ni de garanties. N'explique pas ton retrait. Protège ta paix, pas ton image. C'est la ligne de démarcation entre la fermeture authentique et l'auto-illusion. Lorsque tu décides de ne pas donner d'explication, tu fais face directement au désir le plus primitif d'être compris, de bien faire les choses, de ne pas porter la culpabilité. Mais tout cela fonctionne, en réalité, comme une extension du contrôle d'autrui sur ton monde intérieur. Si l'autre personne a besoin d'une explication pour accepter ton absence, c'est qu'elle joue encore avec l'idée qu'elle peut négocier les termes de ta décision. Et si tu lui en donnes une, même par politesse, au fond, tu continues à participer au même contrat invisible. Tu fournis des arguments et ils obtiennent accès à ton monde. La véritable issue est d'accepter que ta paix vaut plus que n'importe quelle narration, plus que n'importe quelle clôture formelle ou validation externe. L'explication est un pont qui ne sert qu'à le traverser à nouveau. L'autonomie personnelle commence lorsque tu es capable de supporter ce vide inconfortable qui reste lorsque tu te retires sans donner de version, lorsque tu supportes le poids de ne pas être compris, et pourtant, choisis de ne pas intervenir dans ce récit. L'analyse stratégique est claire. Chaque fois que tu expliques, tu perds du terrain. Chaque fois que tu justifies, tu restaurais la dynamique précédente. La protection de ta paix n'est pas une réaction, c'est une décision anticipée. Tu établis une limite et tu la maintiens, même si à l'intérieur, la tentation de clarifier, d'adoucir, d'être perçu comme juste brûle. La véritable cohérence interne se démontre dans le silence soutenu, dans l'absence d'explication, dans la capacité de tolérer le malentendu externe, parce que tu ne te définis plus en fonction de ce regard. Si l'autre se sent mal à l'aise ou t'accuse de froideur, qu'il le fasse. Ta responsabilité n'est pas de réparer la perception d'autrui, mais de garder l'espace où tu construis ta propre tranquillité. Lorsque l'accès se ferme vraiment, la dynamique se termine.
Il n'y a pas de négociation possible, pas de retour en arrière, car il n'y a plus d'énergie investie dans le cycle. C'est ça, protéger ta paix, même si personne d'autre ne le comprend. L'absence ne s'explique pas et ne se négocie pas. Elle se maintient depuis la conviction, pas depuis la culpabilité. Voici le prix de la liberté intérieure, choisir ta paix, même si cela signifie renoncer à ce que l'autre comprenne. 4. Brise la prévisibilité, brise le cycle. Une horloge à pendule, oscillant dans la pénombre, marque le rythme d'une routine qui ne change pas. Chaque mouvement est prévisible, chaque son anticipé et, bien qu'à première vue cela semble inoffensif, ce va-et-vient constant soutient l'illusion que tout reste sous contrôle. C'est ainsi que fonctionne la prévisibilité dans une relation brisée. Tu es le pendule qui ne s'arrête jamais, délivrant des signaux, des réponses, des gestes que l'autre connaît déjà par cœur. Le cycle se nourrit de ces petits automatismes, le salut qui ne manque jamais, la réaction prévisible face à un message ambigu, la pause exacte avant de répondre à une réclamation, l'explication qui arrive toujours, même si tu jures que ce sera la dernière. Chacune de ces micro-actions expose la carte interne de ta disponibilité, et tant que tu restes dans ce rythme, l'autre sait exactement où appuyer pour obtenir ce qu'il cherche. Briser le cycle implique d'abord de cesser de te mouvoir au rythme que l'autre attend. Il y a un moment concret, presque physique, où tu cesses de répondre de manière automatique. Le téléphone vibre et tes mains ne se précipitent plus sur l'écran. La pensée de clarifier ou de justifier se présente, mais tu ne la laisses pas avancer. C'est un changement qui se ressent dans le corps, le regard qui ne cherche plus des traces d'approbation, le dos qui se redresse quand tu décides de ne pas entrer dans le jeu habituel, le silence qui n'est plus une pause stratégique, mais une absence complète d'attente. L'autre perçoit cette rupture, même dans les détails les plus subtils. Une phrase qui n'arrive pas, un geste qui ne se répète pas, une absence qui ne se comble pas par des sous-entendus ni des explications. Tout à coup, la routine se brise et ce vide déroute, car il n'y a plus de point d'appui pour mesurer ta réaction. La prévisibilité est la nourriture de toute dynamique inégale. Quand tu deviens imprévisible, non pas pour jouer, mais parce que tu as cessé de tourner autour du scénario de l'autre, tout le système vacille. L'autre commence à chercher des signaux là où il y avait auparavant des certitudes, mais tu as cessé de les émettre. Il n'y a plus de schéma auquel s'accrocher, ni de promesses tacites de retour, ni de réponses qui arrivent parce que tu le faisais toujours. Tu peux sentir la tension dans l'air. L'autre tâtonne, essaie, lance des appâts à la recherche d'une réaction connue et trouve un mur de neutralité qu'il ne sait pas comment escalader. Le cycle se brise au moment où tu élimines la répétition. C'est la ligne exacte où tu reprends le contrôle. Il ne s'agit pas de t'entraîner à être mystérieux ni d'inventer une personnalité froide, mais d'abandonner le rôle qui t'a été assigné et que tu as toi-même renforcé avec chaque geste prévisible. La rupture se remarque dans les petites décisions quotidiennes. Tu choisis de ne pas répondre, de ne pas clarifier. Ton visage n'est plus un catalogue d'émotions attendant d'être déchiffré. L'autre, habitué à lire tes réactions comme si elles étaient des instructions, se retrouve face à une page blanche. L'incertitude commence à ronger ce contrôle qui était auparavant absolu. Il n'y a pas de pouvoir sans anticipation. Sans scénario, il n'y a pas de manipulation. C'est simple et brutal. Oui, il y aura des tentatives de te provoquer, de te ramener dans le cycle avec des questions, des accusations ou des gestes qui fonctionnaient auparavant. Le véritable défi est de maintenir l'absence de prévisibilité même lorsque l'inconfort se fait sentir. C'est un entraînement à l'autocontrôle, un muscle qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas répéter le même schéma. La liberté se ressent d'abord comme un vertige, puis comme un calme. Quand tu cesses de tourner autour de ce que l'autre attend, la relation perd ce noyau invisible qui la soutenait. Le cycle se ferme pour toujours quand tu comprends que ta dignité n'a pas besoin d'être annoncée ni défendue, juste protégée dans le silence. 5. Arrêtez d'organiser votre vie autour des autres.
Votre vie n'est pas une succursale des désirs des autres. C'est brutal, mais la plupart de vos journées continuent de tourner autour de ce que l'autre fait, dit ou ne fait pas. Et chaque minute que vous passez à calibrer votre humeur selon la température émotionnelle de quelqu'un d'autre, vous vous videz. Ne l'adouciez pas. Si vous organisez vos plans, vos horaires, vos émotions et même vos silences en fonction d'une autre personne, vous vous êtes effacé de la carte. Peu importe combien d'excuses vous vous inventez pour le justifier. Je fais juste preuve d'empathie. C'est par respect. Je veux éviter les conflits. Mensonge. C'est de la peur. C'est la peur de faire face à votre propre vide, de ne pas savoir quoi faire de votre temps, de découvrir que votre identité est si collée à la validation des autres que vous ne pouvez pas vous souvenir de la dernière fois où vous avez décidé quelque chose sans attendre une réaction. Arrêtez de vous mentir. Chaque fois que vous reportez vos décisions en attendant l'approbation de l'autre partie, vous vous déclarez incapable de gouverner votre propre vie. Et cela se paie cher, avec de l'anxiété, de la frustration, avec un sentiment de petitesse qui s'installe et ne vous lâche pas. La dépendance émotionnelle ne se soutient pas par de grands gestes, mais par des milliers de micro-décisions quotidiennes où vous cédez votre pouvoir et vous ne le remarquez même pas. C'est ce choix invisible d'attendre une réponse avant d'avancer, d'ajuster vos mots pour éviter le mécontentement, de planifier vos journées autour de la possibilité d'une rencontre ou d'une excuse. On vous a entraîné à croire que prendre soin du lien signifie sacrifier votre centre, mais ce que vous parvenez à faire, c'est alimenter l'asymétrie. L'autre personne s'habitue à ce que tout tourne autour d'elle, et quand vous essayez enfin de mettre une limite, elle le vit comme une trahison. Mais la véritable rupture réside dans le fait de cesser de prioriser ce qu'ils attendent et de commencer à demander, sans filtre, « que veux-je ?» peu importe si cela plaît ou dérange l'autre. Ce muscle est atrophié. C'est pourquoi il est si difficile de l'exercer. C'est pourquoi vous cherchez des excuses, vous reportez, vous vous convainquez que ce n'est pas le bon moment. Arrêtez de vous mentir. La dignité n'attend pas son tour. Lorsque vous cessez d'organiser votre vie autour des autres, il ne s'agit pas seulement de couper un contact ou de bloquer un numéro. Il s'agit de reprogrammer votre esprit pour cesser de demander en silence si ce que vous faites sera bien vu ou si cela provoquera une réaction. C'est un entraînement inconfortable. On a l'impression d'être nu en public, sans le refuge de cette attente constante. Mais c'est là que commence la reconstruction. Parce que personne ne va vous rendre le temps perdu, ni récompenser votre sacrifice silencieux. La seule chose que vous parvenez à faire, en étant le satellite de quelqu'un d'autre, c'est de vous perdre dans l'orbite de ses besoins. Les gens forts ne négocient pas leur centre. Les gens forts ne demandent pas la permission d'exister. Le pas décisif est de choisir vos priorités, même si cela dérange, d'avancer même si vous ne recevez pas d'approbation, et de soutenir le regard quand on essaie de vous blâmer, de ne plus tourner autour de leur monde. Parce que oui, ils vont vous accuser d'égoïsme, de froideur, d'ingratitude. C'est le prix à payer pour retrouver votre autonomie. Préférez la solitude plutôt que l'esclavage émotionnel. Votre vie est à vous. Personne n'a le droit de la programmer à votre place. Vous ne retrouverez pas votre paix tant que vous continuerez à mesurer chaque pas avec la règle de leurs attentes. Il est temps de cesser d'être le personnage secondaire de votre propre histoire. Si vous ne vous choisissez pas, personne ne le fera pour vous. Arrêtez de demander la permission d'être qui vous êtes. La seule validation dont vous avez besoin est celle que vous vous donnez lorsque, enfin, vous vous placez au centre de votre vie. 6. Maintenez la neutralité. Éliminez le jeu de pouvoir. La neutralité n'est pas une pause, c'est la frontière définitive entre le soin de soi et l'abandon de soi. Le jeu de pouvoir n'existe que si vous y participez, et chaque fois que vous choisissez d'entrer dans la danse des réactions, vous justifiez votre blessure et perpétuez votre propre épuisement. L'autre peut essayer n'importe quelle stratégie, provocation, silence,
messages ambigus, mais tout s'effondre au moment où vous cessez de répondre par le désir d'influencer, de clarifier ou de vérifier que votre absence pèse. La vérité inconfortable est que, tant que vous ne lâchez pas le besoin d'avoir le dernier mot ou d'être reconnu, vous restez lié à une dynamique qui ne fait que vous consommer. Le contrôle n'a jamais été chez l'autre, il a toujours été le vôtre, mais vous le remettiez chaque fois que vous aviez besoin d'être validé. Celui qui maintient la neutralité maintient le véritable pouvoir. C'est la base. Cessez d'alimenter l'attente d'un dénouement, d'une reconnaissance, d'une justice émotionnelle qui n'arrive jamais. Au plus profond, maintenir la neutralité est une bataille silencieuse contre de vieilles habitudes mentales qui vous demandent de réagir, qui vous murmurent que rester indifférent est être cruel ou que abandonner le rôle de soignant est trahir vos propres valeurs. Cependant, ce récit ne vous garde prisonnier que de la nécessité de plaire, d'ajuster votre énergie et votre temps en fonction de comment l'autre se sente ou agisse. La peur d'être perçu comme froid, égoïste ou insensible est la dernière chaîne. Ce qui n'est pas souvent reconnu, c'est que cette prétendue empathie est en réalité un piège mental. Vous continuez à jouer parce que vous ne supportez pas le vide de ne pas importer, le poids du non-réponse, l'inconfort de couper l'accès sans donner d'explication. Mais cet inconfort n'est que le prix de votre liberté. La neutralité est le signe qu'il n'y a plus rien à négocier. Vous n'avez pas à être cruel, vous devez juste cesser d'être prévisible, d'être la ressource émotionnelle disponible, celle qui est toujours prête à soutenir ce que l'autre ne veut pas porter. Maintenir la neutralité, c'est entraîner votre esprit à ne pas s'emballer à chaque tentative de contact, à ne pas tomber dans le cycle de lire entre les lignes ou de chercher des intentions cachées. C'est une discipline interne. Détecter l'impulsion de répondre et la laisser passer, résister à la tentation d'expliquer ou d'adoucir votre absence, tolérer l'inconfort que l'autre ne comprenne pas. Il ne s'agit pas de bloquer les émotions, mais de cesser d'investir dans une dette émotionnelle qui ne fait que croître et n'est jamais réglée. C'est ici que beaucoup échouent, car ils confondent neutralité avec froideur, alors qu'en réalité, c'est une forme de respect radical envers soi-même. La neutralité brise le jeu car elle élimine la variable la plus importante, la réaction. Sans elle, le système s'effondre. L'autre peut insister, mais là où il trouvait auparavant un terrain fertile, il n'y a maintenant qu'une limite immuable. Lorsque vous maintenez la neutralité, vous cessez de projeter des scénarios futurs, d'attendre des réponses, d'organiser vos journées autour de ce qui pourrait se passer. Vous récupérez votre attention et votre énergie et dans cet espace apparaît une clarté brutale. Vous n'avez plus à prouver quoi que ce soit, à justifier quoi que ce soit, à attendre quoi que ce soit. La relation perd son centre parce que vous le redonnez à vous-même. Ce qui était auparavant une lutte constante pour le contrôle se transforme en une décision ferme de ne pas participer au jeu. Le pouvoir est dans l'absence de réaction. C'est la liberté que personne ne peut vous enlever. Et bien qu'au début cela soit difficile, avec le temps, la neutralité devient votre état naturel. Parce que ce qui vous définit désormais, ce n'est plus ce que vous faites ou ne faites pas pour l'autre, mais ce que vous choisissez de soutenir pour vous-même. 7. Ne cherche pas de clôture en dehors de toi. Tu sors du travail, tu montes dans les transports, tu ouvres le chat par habitude et tu relis la dernière conversation. Tu cherches un signe, un indice de clôture, la preuve que tout s'est terminé de manière claire ou du moins juste. Cet élan est aussi automatique que respiré. L'esprit veut une fin ordonnée, une certitude venant de l'extérieur qui lui permette d'archiver l'histoire et d'avancer. Sans t'en rendre compte, ce mécanisme te maintient attaché à l'attente que l'autre, avec un message, des excuses ou une explication, te libère du poids que tu portes encore. Mais cet espoir est le piège ultime. En pratique, chercher la clôture en dehors de soi, c'est céder le contrôle sur sa propre paix et sa narration interne. L'autre devient l'arbitre de ta tranquillité, et ton bien-être reste suspendu, accroché à une réponse qui peut ne jamais arriver, ou, si elle arrive, n'aura pas l'effet réparateur que tu imagines.
Ce n'est pas une erreur naïve, c'est le résultat d'un entraînement émotionnel où tu as appris à croire que ton soulagement dépend de la validation et des mots des autres. Si tu analyses le cycle, tu verras le schéma. Tu t'accroches à l'idée du dialogue en attente, la conversation où tout s'éclaire, le retour de tout ce que tu as donné. Mais ce moment existe rarement. Ce qui se passe, c'est une succession de micro-essais, où chaque contact, chaque explication, chaque recherche de réponse ne fait que réactiver la blessure et maintenir vivante la dette émotionnelle. Le mécanisme est clair. Plus tu attends un signe de clôture de l'autre, plus tu prolonges ton propre épuisement et repousses le véritable point final. C'est comme repousser le paiement d'une dette en pensant que demain sera plus facile, alors qu'en réalité, seul l'intérêt augmente. La clôture externe est un mirage. Même si une explication arrive, elle n'apporte presque jamais un soulagement réel, car l'inconfort interne est soutenu par ta propre attente, non par l'information que tu reçois. La clôture que tu cherches à l'extérieur ne compense jamais la paix que tu as perdue à l'intérieur. C'est la première fracture de ce système. La prochaine étape dans la carte mentale est d'identifier le coût de continuer à chercher à l'extérieur ce que tu ne peux te donner qu'à l'intérieur. Chaque fois que tu laisses entre les mains de l'autre le dénouement, tu renonces à ton autonomie émotionnelle. Tu deviens dépendant de variables que tu ne contrôles pas. Temps, état d'esprit, niveau d'honnêteté ou même le simple désir de l'autre de clôturer le cycle. Le résultat est que tu restes piégé dans la procrastination, tournant en rond autour de ce qui n'arrive jamais. De plus, cette recherche de clôture externe se déguise souvent en maturité ou en besoin de justice. Mais en réalité, c'est une forme raffinée d'éviter le vide, de ne pas affronter la vérité. Que la clôture authentique est une décision unipersonnelle, une coupure que tu es le seul à pouvoir exécuter, même si l'autre ne le reconnaît jamais. La clé est d'accepter que la véritable clôture est un acte de renonciation. Tu renonces à l'illusion que l'autre te doit quelque chose de plus, à la fantaisie qu'une phrase magique peut restaurer ce qui est perdu, au confort de laisser l'autre porter la responsabilité de ta paix. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. Lorsque tu choisis de ne plus attendre, tu reprends le contrôle sur ta narration et tes émotions. La véritable fin est interne. Elle n'a besoin ni de témoins, ni de permission. L'énergie que tu investissais auparavant à vérifier, supposer ou anticiper revient maintenant à toi et commence à reconstruire ce que le cycle a usé. Accepter que l'autre ne sera pas celui qui te fermera la porte est inconfortable, mais libérateur. Cela t'oblige à regarder à l'intérieur et à te dire, sans fioriture, que tu ne vas plus dépenser ton énergie pour quelqu'un qui ne peut, ne veut ou ne sait pas te donner la clôture que tu mérites. Là, juste à ce point, commence la véritable reconstruction. Tu ne cherches plus d'arguments, ni d'excuses, ni de justice. Tu décides simplement, avec une nouvelle conviction, que ta paix n'est pas en négociation. Tout le reste n'est que l'écho d'une attente qui n'a plus de pouvoir sur toi. 8. Cohérence interne avant réaction externe. Je l'admets, c'est plus difficile que ce que l'on veut reconnaître. Il y a des jours où le corps semble fonctionner en automatique, mais à l'intérieur, l'esprit est au bord du sabotage. Tu sens comment la peau se tend quand une notification apparaît, comment ta respiration change rien qu'en voyant un nom sur l'écran. De l'extérieur, tu peux sembler calme, mais à l'intérieur, tu es dans un pouls constant entre le besoin de répondre et le désir de te protéger. Le conflit est brutalement physique, une pulsation dans la gorge, un nœud dans l'estomac, les mains qui parcourent le téléphone, même si tu sais déjà que tu ne devrais pas. C'est ce que personne ne dit. L'incohérence interne se manifeste dans des détails minuscules, dans le corps, dans cet élan de répondre quand tu sais que la seule chose que tu devrais faire est de garder le silence. Le soin de soi ne se sent pas comme un soulagement immédiat. Cela ressemble plus à une gêne aiguë, une abstinence émotionnelle qui exige une réelle force. Tu observes tes gestes et tu te découvres en train de tomber dans de vieux automatismes.
Écrire un message et le supprimer, passer en revue mentalement des phrases que tu n'enverras jamais, inventer des excuses pour entrer dans le chat au cas où. Tout cela est réaction, pas cohérence. C'est agir par peur, par l'élan de ne pas perdre le contrôle externe, même si cela signifie te trahir à l'intérieur. La cohérence interne est autre chose, c'est cette décision muette qui se traduit par des gestes concrets, en laissant le téléphone face cachée, en sortant marcher quand l'anxiété serre, en regardant le plafond au milieu de la nuit, et en résistant à la tentation de chercher des signes. C'est la discipline de te maintenir lorsque l'esprit crie qu'une action rapide calmerait le vide. Mais tu sais que ce soulagement est un piège qui te ramène au point de départ. La cohérence est inconfortable. La réaction est addictive. C'est la ligne qui sépare celui qui se libère de celui qui répète. Dans le quotidien, la bataille se livre dans des détails que personne ne voit. Le silence n'est pas seulement se taire, c'est maintenir un geste neutre quand quelqu'un essaie de te provoquer. C'est ne pas altérer ta routine, même si l'autre cherche à te déstabiliser par des absences ou des messages ambigus. C'est s'asseoir devant une tasse de café. Et, même si l'esprit insiste à tourner autour du vide laissé par l'autre personne, t'obliger à maintenir le regard sur ton propre présent. La cohérence interne est une résistance pratique. Tu t'entraînes à ne pas chercher d'arguments, à ne pas te justifier, à tolérer le malaise qui reste lorsque tu décides de ne pas donner d'explication. C'est le muscle invisible qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas céder à l'urgence de la réaction. Là où il y a cohérence, il n'y a pas d'accès extérieur. Cette phrase, bien que gênante, est la boussole au milieu de l'abstinence émotionnelle. La réaction cherche à contrôler l'extérieur, la cohérence protège l'intérieur. L'autre peut insister, tâter, apparaître avec des réclamations ou des promesses. La véritable rupture se produit lorsque tes actions ne se modifient pas, lorsque ta présence et ton énergie restent au centre, sans se détourner en fonction des attentes de l'autre. Ici, on voit qui a vraiment coupé le cycle. Il n'y a plus de gestes cherchant à être interprétés, ni de silence stratégique attendant d'être brisé. Il ne reste que la décision ferme de ne pas organiser ta paix autour de ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est une scène silencieuse, presque invisible de l'extérieur, mais puissante. Tes mains immobiles, le dos droit, le regard qui ne cherche plus le reflet chez l'autre, mais dans ton propre axe. Au final, la cohérence interne est la seule garantie que le retrait est réel et définitif. Peu importe la pression que tu reçois pour réagir, si tes actions et ton état mental restent alignés, l'accès se ferme et la dynamique se termine. La paix n'est pas l'absence de conflits externes, mais la décision de ne pas bouger au rythme de ce que l'autre attend. C'est cela la maturité émotionnelle, même si cela fait mal, même si c'est difficile. Parce que la véritable liberté se construit dans le silence inconfortable de la cohérence, pas dans le soulagement momentané de la réaction. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.